de l'autre côté du mur. On est dans un moment où l'extrême droite est aux portes du pouvoir. 2027 arrive à grands pas. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je suis le bruit et la fureur. Marine Le Pen est une femme de gauche. Ce qui lui plaît, c'est de s'éclater dans une boîte de nuit en écoutant de la musique nègre. L'horreur, quasiment le nazisme. Comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Un homme qui dit une bêtise, c'est une bourde. Une femme qui dit une bêtise, c'est une gourde. Je ne comprends pas le problème empathique vis-à-vis du sort des migrants. C'est parce que les gens n'ont plein le cul des Arabes. Les partis d'extrême droite progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. C'est ça que j'adore avec Emmanuel Macron, c'est qu'il est président depuis 8 ans, responsable de rien, et on ne peut rien lui reprocher. Une vraie meuf. Ouais, mais c'est ça. De l'autre côté du mur, présenté par Jean-Michel Aplati et Trotsky. Et bonjour les amis et bienvenue de l'autre côté du mur, bienvenue dans votre podcast préféré, le podcast, vous le savez, le plus mal famé, le plus mal pensant de la planète podcast. Aujourd'hui nous sommes lundi le 19 janvier et nous attaquons l'épisode 20. Avec moi évidemment comme tous les lundis, monsieur Trotsky. Salut Trotsky. Bonjour Jean-Michel Aplati et bonjour à tous les auditeurs de plus en plus nombreux bien sûr. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, tiens on dirait les communications des radios là, à chaque fois qu'il y a des... exprès. J'ai fait exprès de dire ça, c'est tellement neutre. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'émission. T'as jamais de chiffres, t'as rien, t'as 5 astérix. J'ai fait exprès de dire le truc le plus neutre et pourri possible. Alors que nous, c'est vrai. Plus 36% d'audience. Et tiens, le petit astérix en bas sur les moins de 46 ans portant des chaussettes jaunes et des pantoufles à rayures. N'ayant jamais écouté la radio qu'une fois par mois et qui l'année dernière n'était pas disponible et qui était sur un territoire étranger. C'est exactement ça. D'ailleurs, la radio qui décline, les amis. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les plateformes comme nous, ça commence un peu à aller de mieux en mieux. Les gens se désintéressent des médias traditionnels, mais en même temps c'est normal, ils sont mauvais. Entre les médias qui sont mauvais, ceux qui maintiennent des pédophiles à l'antenne, CNews. Oh là là, ouais. Non, mais en ayant promis, on l'enlèvera évidemment, hein. On respectera la décision de justice. Vous savez qu'Internet, n'oublie pas les mecs, hein. Il y a 400 screens. Non mais c'est normal que les gens se désintéressent, c'est normal que les gens zappent et qu'ils zappent chez nous. Bienvenue les amis, bienvenue à vous les nouveaux qui venez à peine de nous rejoindre. Jean-Michel Aplati, Trotsky, on va passer une petite heure où on semble comme tous les lundis, une petite heure où on va être libéré. Oui, on va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On va vous expliquer une belle histoire. Oui, l'histoire du Groenland et on va vous expliquer pourquoi Trump veut l'annexer. On va vous l'expliquer de manière très simple et sans parti pris idéologique anti-américain, anti-Trump, pro-danois. Non, nous on n'est pas là pour prendre position, on est là pour expliquer le factuel. Absolument, et puis je rajouterais même, comparé aux médias traditionnels, nous on a deux avantages. Un, il n'y a pas de pub. Ici, là, quand même, incroyable. Vous allez avoir tout l'épisode de suite, zéro pub, pas le moindre début de sponsor, rien, et pas d'Arcom. Donc, c'est-à-dire que nous, on dit ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Donc là, on n'est pas tenu ni par la publicité, ni par quelqu'un qui nous dit quoi faire. Ça tombe bien, c'est notre podcast. Donc, qui va nous mettre la pression? Personne. Et maintenant que les plateformes sont plus ou moins libérées, là, c'est open bar, les gars. Donc, préparez-vous, vous inquiétez pas à avoir vraiment notre avis. Il y aura un petit peu d'anti-américanisme. Pour ma part, ne vous inquiétez pas, la team représente, il y en aura un petit peu disséminé, mais ce sera pas que ça, évidemment, ce sera pas un pugilat anti-Trump, bien sûr. En fait, il y a le anti-américanisme primaire et le anti-Trumpisme primaire. Et je remarque que les médias traditionnels sont plus dans le anti-Trumpisme que dans le anti-américanisme. Parce que, je fais une petite aparté avant qu'on commence, mais sur l'affaire des sous-marins australiens, par exemple, quand les Américains, sous la présidence Biden, nous ont niqué quand même un énorme contrat avec l'Australie, là, les médias mainstream n'ont pas dit Biden, quel connard. Non, ils ont dit les Américains, c'est vraiment pas bien. C'est le businessman. En fait, ça dépend. Ça dépend. Quand c'est un démocrate au pouvoir, ça va. Quand c'est un républicain et Trump en l'occurrence, on fait de l'anti-Trumpisme primaire et on se déchaîne. Et là, le Groenland en est l'exemple parfait, les amis. On va vous en parler parce que oui, Trump répète depuis 2 ans qu'il souhaite l'acquisition du Groenland. Et alors, c'est vrai que depuis 2 ans, tout le monde rigole. Qu'est-ce que c'est drôle, mais qu'est-ce qu'il est fou, ce bonhomme en orange. Même eux, moi j'ai entendu des témoignages là-bas. Alors, ils sont que 57 000, donc j'ai peut-être entendu 10% de la population. T'écoutes 7 témoignages, ça représente tout le monde là-bas. Et en fait, au début, la première déclaration du premier mandat, tout le monde a fait non mais lol, MDR, Trump. Et du coup, quand il l'a refait au deuxième mandat, plus personne rigolait. Surtout depuis qu'il a capturé Maduro.
Oui, là, c'est les ça. mecs ont dit ah oui, oui, le gars ne bluffe pas du tout. Ok, bon ben là du coup tout le monde le prend au sérieux, de la première ministre danoise à Emmanuel Macron, et on va forcément en parler. Oui. On revient 2 secondes sur l'épisode de la semaine dernière qui a rencontré un très beau succès. Épisode sur les agriculteurs, c'était la partie 2 les amis, et on a fait un petit sondage pour ou contre le Mercosur. Vous expliquez un peu l'origine de ce traité et ce qu'il y avait dedans, et quelle a été la réponse, Trotsky? Eh bien, il y avait plusieurs possibilités. Les possibilités, c'était oui, pour, il faut exporter, contre, ça nous empoisonne, ou je suis ce que Macron dit. Et la réponse qui a gagné, c'est contre, ça nous empoisonne. Les agriculteurs et la révolte agricole n'est visiblement pas finie. Ils étaient encore la semaine dernière devant le Parlement français. Donc, on verra, affaire à suivre. En tout cas, le Mercosur qui devrait être signé dans les prochaines heures, les prochains jours. Ouais. On verra. En tout cas, la Commission européenne, ils ont signé l'accord au Paraguay. Hein. La Commission européenne, on va en parler de cette commission et de la vieille Ursula von der Leyen. Je peux vous dire que, putain, quand je la vois, j'ai des envies. Bon, bref. Tu sais que j'ai déjà vu en vrai, moi. Un jour, je raconterai peut-être dans ce podcast. J'ai déjà vu en vrai. Mais tu l'as déjà raconté. Dans le train. J'ai déjà raconté, merde. Oh, je suis vraiment un vieux gâteux. Oh non. Mec, ça fait 1 an et demi qu'on fait ce podcast. T'en as raconté des anecdotes. Putain, je suis dégoûté. Bon, bah, ok, dommage. T'avais dit qu'elle était très gentille d'ailleurs. Bah oui. Bah, elle est très gentille. Après, force est de constater qu'elle a 5 personnes qui font 2m15 autour d'elle. Donc, si tu veux, ça te rend plus gentil étant donné qu'il n'y a aucun danger. Tu vois. Mais oui, non, elle était très gentille, très souriante. Et surtout, la meuf parle 4 langues. C'est-à-dire qu'elle a entendu qu'on parlait français, paf, elle est passée au français avec ses gardes du corps à parler en allemand. Enfin, c'est quand même impressionnant. Bon, bref. Bon, bah, désolé. J'essaie de faire de nouvelles anecdotes pour cette saison 3. Pour cette saison 2, d'ailleurs. Les amis, avant de commencer cet épisode, évidemment, on est obligé de le faire. On le fait tout le temps pour bien vous le rappeler parce que on sait qu'il y en a qui écoutent et qui jouent pas le jeu. Mais oui. Putain, les gars. Ça vous coûte like quoi sur YouTube. Mais oui, un petit cœur sur Spotify ou sur Apple Podcast, un petit commentaire, un petit partage. Et oui, pour qu'on soit mieux distribué. Oui. Bon vous êtes les acteurs de ce podcast. Nous, on est là, on arrive avec la bite et le couteau. Hop, on discute, on vous apprend des choses parce que oui, on vous apprend pas mal de choses. D'ailleurs, on le voit dans vos commentaires. À chaque fois que les gens commentent, ils nous disent mais merci d'avoir résumé la situation. Oui. Putain, je comprenais rien à ça. Merci beaucoup. Bon nous, on est là pour ça, les amis. Donc, faites-nous plaisir, likez au moins, c'est anonyme, surtout sur YouTube, partagez, commentez, voilà. C'est clair, ça vous coûte rien. Nous, tu vois, ça nous fait une petite redistribution, entre guillemets, on n'a pas d'argent pour ça. On fait nos petites fiches là tout notre week-end, là, on parle plus à personne pour faire nos petites fiches. Donc les gars, mettez-nous un petit peu de reconnaissance quand même. Les amis, sans plus attendre, passons de l'autre côté du mur. Allez, c'est parti. De l'autre côté du mur. Oui, de l'autre côté du mur, les amis, aujourd'hui, vous l'avez compris, nous attaquons au Groenland et bien à cette annexion future, visiblement, de l'Amérique de Trump qui a, visiblement, comme dirait le journal de France 2, des intentions expansionnistes. Bah oui. J'avais oublié cette expression. Ah, c'est très bon ça. Ben oui, putain, les Américains, là, en ce moment, Make America Great Again, oui, c'est Great Again bien comme il faut. Hein. Mais d'ailleurs, Trump, il avait annoncé la couleur lors de son investiture. Il avait dit, l'Amérique est de retour. Bon, le mec ne ment pas. C'est ça qui est bien, parce que vous élisez des gens et ils mentent. Donc ils font rien de ce qu'ils disent. Et après vous vous dites, putain, mais c'est vrai qu'il nous a quand même bien menti, mais du coup on va revoter pour lui. Ouais, c'est quand même pas mal. Mais oui, mais vous êtes des Français, vous êtes un peu des imbéciles. Je suis obligé de le dire. Voilà. Quand je vois Édouard Philippe à 16% dans les sondages, quand je vois Jean-Luc Mélenchon à 23%, alors que les mecs, putain, ça on aurait dû en parler aujourd'hui, diffusent l'hymne de l'Algérie en fin de meeting. On va en parler, je pense, la semaine prochaine, parce que ça, faut vraiment que je vous diffuse le son, parce que ça, c'est exceptionnel. Bon, je me dis quand même que la France a un sérieux problème. Un sérieux problème de QI, un sérieux problème d'intelligence, de réfléchir par soi-même, un sérieux problème de, comment dire, les médias nous dictent ce qu'on doit dire et ce qu'on doit penser. Bon, les Américains sont visiblement un peu plus libres. Voilà. Et votent pour des gens qui défendent les intérêts des Américains. Mais alors, ce qui est rigolo, j'ai écouté un documentaire, c'était une émission, un podcast, hyper intéressante sur, juste à la suite de la capture de Maduro, sur l'impérialisme américain depuis 1900, tu vois. Et en fait, Trump, il continue dans la parfaite lignée de tous les autres, des démocrates, des républicains, de tous les autres, sauf que lui, en fait, il annonce la couleur. Mais en fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait au Mexique, exactement ce qu'ils ont fait aux Indiens, exactement ce qu'ils ont fait d'ailleurs aux Danois sur les îles Vierges. Enfin bref,
c'est juste la continuité. C'était assez incroyable. Le documentaire, c'est Eric Branca. Tu sais, c'est un historien qui est alternatif. Tu vois, c'est notre historien des complotistes à nous. Et franchement, sa vidéo était incroyable. La différence en fait entre l'administration Trump et toutes les autres administrations américaines, c'est que avant Trump, les Américains étaient très intelligents puisque les Américains n'annexaient pas des territoires, ils les protégeaient juste. Voilà, avec un C'était la même chose. C'était la même chose, si vous voulez. C'est la même chose. Ils sont quand même là, il y a des bases militaires, mais ils protègent. Bon, Trump, il dit pas qu'on va protéger. Non, Trump, il dit, bon, nous, on va aller là, et puis c'est tout, quoi. Et puis c'est tout, vous vous taisez. Bon, et les gens se taisent. Bon, voilà la différence entre l'administration Trump et les autres administrations américaines dans l'histoire. Bon, le Groenland, en tout cas, parce que c'est vrai que le Groenland, qu'est-ce qu'on y connaît finalement ? Y a la maison du Père Noël, il y a des ours blancs, la fonte des glaces, c'est horrible. Tu sais que les icebergs se réduisent de 6 cm par heure à cause de tes voitures thermiques, enculé. Oui, je crois que la maison du Père Noël, c'est en Laponie. Et c'est pas au Groenland. Donc déjà, je crois qu'il y a un problème. Non, en fait, moi, pourquoi j'ai voulu faire ce récap historique du Groenland, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans les médias, il y avait des énormes conneries qui étaient dites. En fait, il y a beaucoup d'infos contradictoires, mais alors quoi, ils sont indépendants, rattachés, c'est une colonie, qu'est-ce que c'est l'histoire ? C'est quoi le délire du Groenland ? Pourquoi ça appartient au Danemark ? Enfin, là, je trouvais qu'il y avait un fouillis absolument énorme, et je me suis dit, avant qu'on traite ce sujet-là, sur qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, pourquoi Trump veut annexer ça, est-ce que c'est possible et qu'est-ce que vont faire les Européens avec leurs 25 soldats, est-ce qu'on comprendrait pas d'abord l'histoire du Groenland ? J'ai fait ça pour le Venezuela il y a 2 semaines, ça vous a beaucoup plu, donc je continue sur cet aspect-là. Alors, le Groenland, c'est assez simple, le début de l'histoire. Dans les années avant Jésus-Christ, quoi, c'était un peuple autochtone. C'est les Inuits. Je grossis parce qu'il y avait plusieurs peuples, machin, mais bon, globalement, c'était les Inuits. Vous connaissez dans leur... Comment on appelle ça, tu sais j'allais dire les yourtes, mais c'est pas ça. Dans les, tu sais... C'est en Mongolie, ça. Ouais, oui, comment on appelle ça dans les trucs de glace, là, quand on vit dans un truc de glace ? Les igloos. Voilà, dans les igloos, putain, c'est dingue. Le mec foire tout. La maison du Père Noël et les igloos, allez, ça part super mal. Bon, bref. Vous allez voir, après on va donner attrait aux Européens et là on maîtrise beaucoup mieux. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi nous les Européens on a à voir avec ce territoire-là ? Ça commence avec Éric le Rouge. Éric le Rouge, ce n'est pas Éric Tegner de Frontières, tu vois, qui a un logo rouge. Non, c'est un viking. Alors lui c'est un viking, à la base il était islandais, il s'est fait bannir, bon bref il est devenu norvégien. Et en 980, il décide d'aller coloniser ces territoires immenses qu'est le Groenland. Le Groenland, pour rappel, ça fait toute la taille de l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire vous cumulez Espagne, Portugal, machin, jusqu'à la Hongrie, tout ça c'est le Groenland. C'est absolument énorme. Et donc Éric le Rouge, il va au Groenland, il se retrouve face aux Inuits, ça se passe pas très bien. Bon, globalement les Vikings, de toute façon personne les a repoussés, donc les Vikings finissent par s'installer, de faire une colonie qui sera énorme, hein, parce qu'ils sont entre 3 et 5 000. Sachant qu'à l'heure actuelle, ils sont que 50 000, les Groenlandais. Donc, je ne sais pas si tu imagines, 5 000 colons. Donc, c'était absolument énorme. Et ils arrivent un petit peu avec leur mode de vie. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, les gens, quand ils passent d'un pays à l'autre, là, ils arrivent avec leurs vaches. Donc, au Groenland, si tu veux, c'était un peu showtime. Et avec les églises qu'on construit en pierre. Donc, voilà, ils ont pas voulu trop s'adapter. Et ça va causer des petits problèmes, on va en parler juste après. Et donc du coup, Éric le Rouge s'installe là-bas, ils fondent une colonie, blabla. Et alors, ce qui est très marrant, vous savez que moi j'adore vous faire des infos machines à café. Et la dernière fois, j'ai beaucoup aimé l'anecdote sur le nom du Venezuela. Je vous la refais pas, mais là, le nom du Groenland, en fait, c'est vrai que si on décompose, donc Groenland, donc land, c'est la terre, ça vous avez compris. Et en fait, c'est Greenland à la base, Greenland. Et Greenland, du coup, ça veut dire terre verte. Et visiblement, d'après les infos qu'on a, même si à l'époque, il y avait pas Elon Musk n'avait pas libéralisé Twitter, tu vois, en 980, donc on n'a pas toutes les infos. Mais en fait, visiblement, c'était un truc marketing des Vikings pour que les colons aient s'installer. Ils disaient, tu connais la terre verte, va t'installer, c'est la terre verte. Alors qu'en fait, au Groenland, c'est la terre blanche. Hein. C'est quasiment que de la glace. Et effectivement, sur les côtes, il y a un petit peu... des montagnes, ça ressemble un petit peu à l'Irlande, à l'Islande, etc. Tu vois, c'est très vert, etc. Mais globalement, c'est quand même beaucoup plus de la glace. Et donc, visiblement, c'est un truc marketing. Donc voilà, vous saurez que Groenland, c'est Greenland, la terre verte. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces colons, avec ces vikings colons, là, qui donc ils s'installent au Groenland, ils font leur vie. Pendant ce temps-là, en Europe, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, vous avez compris, c'est un territoire norvégien à la base. Mais 400 ans plus tard, en fait, la Norvège et le Danemark s'allient. Donc, de fait, le territoire du Groenland passe sous la couronne de l'alliance du Danemark et de la Norvège, et c'est pour ça que maintenant c'est une alliance, une colonie, un territoire rattaché au Danemark.
ça date de cette époque-là, donc de 1300. Et alors l'anecdote qui est extrêmement drôle, c'est qu'en 1720, donc 800 ans après l'arrivée des Vikings sur la côte du Groenland, il y a un nouveau roi là de ce territoire de la Norvège, du Danemark, etc. et qui dit bon les gars, super objectif, ce qu'il faut c'est qu'il y a un pasteur, tu vas aller évangéliser tous les Vikings là qui sont partis il y a 800 ans dans le Groenland, parce qu'il faut que tout le monde soit chrétien, tu vois, c'est important. Et donc le mec arrive au Groenland et il trouve des églises en pierre, hein, c'est super, il trouve des villages, mais personne dedans. Et en fait les mecs sont tous morts, tous les Vikings se sont évaporés entre guillemets, non en fait ils sont tous morts parce que bon là je vais vous dire un truc très complotiste, ça commence fort, c'est qu'en fait à l'époque il y avait un changement climatique, mais tu sais un changement climatique qui est cyclique. Et en fait on sait tous qu'en 1400 c'était la période polaire. Et donc il a fait extrêmement froid, eux avec leurs églises en pierre et leurs vaches. Bah évidemment quand il n'y a plus de vaches et dans les églises en pierre il faisait pas très chaud si tu veux au Groenland, et donc ils sont tous morts. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là en France, je sais pas si tu connais cette anecdote, on dit tu sais que le vin gelait à Versailles dans les années 1400, oui, 1500. Le grand hiver. Absolument. Et donc eux, les Vikings se sont tous fait buter. Donc les Danois, après 300 ans sans être allés au Groenland, ils ont dit putain mais attends mais on a plus personne là-bas, qu'est-ce que c'est que ce délire. Mais ils ont quand même pris administrativement la possession du Groenland. Et 100 ans plus tard, après qu'ils aient essayé d'évangéliser personne, en fait, donc du coup, je finis juste cette petite anecdote, mais en fait, du coup, le pasteur en question, il a évangélisé les Inuits. Mais il croyait qu'il allait parler danois, et au final, il a dû apprendre le langage inuit pour les évangéliser. 100 ans plus tard, et c'est là où on commence directement avec l'histoire des États-Unis, il y a des mecs, les Américains, qui font une proposition pour acheter le Groenland au Danemark. Parce qu'ils viennent d'acheter l'Alaska, ils viennent d'acheter les îles Vierges au Danemark, et donc ils disent bon bah tant qu'on y est, est-ce qu'on pourrait pas acheter aussi également le Groenland? Le Danemark refuse. Comme quoi, on voit que quand même, les gens se foutent de la gueule de Trump en disant il est complètement con, c'est n'importe quoi, etc. Et comme quoi, on voit qu'il y a plusieurs, même il y a un peu plus d'un siècle, on voit que déjà les États-Unis s'intéressaient au Groenland. Oui. Donc on voit bien que ceux qui essayent d'expliquer que Trump est un fou qui en fait gouverne comme bon lui semble, sans vraiment réfléchir à quoi que ce soit, on voit bien que non, pas du tout. Oui, on voit bien que en tout cas c'est une lubie, et vous allez voir, c'est pas la seule proposition qu'il y aura, hein. Il y en a une en 1860 et ce n'est pas la dernière avant Trump. Vous allez voir, ça va continuer. Donc oui, tous ceux qui expliquent que c'est un malade qui a rien compris à la géopolitique, non. Et surtout qu'à l'époque, on n'avait pas découvert évidemment les terres rares, etc. En 1860, c'était pour d'autres raisons. Bref, on entre dans la période moderne. La période moderne, c'est donc la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe en 1939 ? Vous savez bien, l'Allemagne déclare la guerre, voilà. Je vous refais pas toute l'histoire, mais au bout de quelques années de guerre, les nazis, ils vont quand même aller très très haut dans le nord de l'Europe, jusqu'en Norvège, etc. Donc ils vont annexer totalement le Danemark. Comme nous, la France, le nord de la France, la zone libre en bas et la zone occupée, eh bien, ils occupent le Danemark. Donc, de fait, toutes les colonies, vous savez que les colonies françaises étaient sous occupation nazie, puisqu'ils avaient pris la France. Voilà. Eh bien, au Danemark, leur colonie, c'est le Groenland, je vous l'ai dit. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Cette colonie ne va pas tomber dans les mains des nazis. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ambassadeur du Danemark au Groenland, et les mecs, les locaux, les Groenlandais vont dire écoutez, nous, on va pas passer sous bannière nazie, ça nous intéresse pas. Et ils dealent avec le gouverneur qu'en gros, on ne répond plus de rien aux Danois. Eux, vous êtes passés nazis, bah nous, non. Donc là, c'est hyper intéressant parce que c'est la première fois qu'ils vont prendre, entre guillemets, un petit peu leur indépendance, même si c'est rien sur le papier. Hein. Là, tout ça, c'est très officieux, c'est pendant la guerre, machin. Et vers qui vont se tourner les Danois ? Je vous le donne en mille, les Américains. Puisque les Américains viennent d'entrer en guerre contre les nazis afin de libérer l'Europe. Et en fait, pourquoi les Américains ont un intérêt vis-à-vis du Groenland ? Vous allez vite comprendre, c'est qu'à l'époque, donc là encore une fois, il faut que vous ayez la carte en tête, sinon vraiment ouvrez la carte chez vous. À l'époque, un avion ne peut pas aller de Los Angeles à Londres pour préparer le débarquement. Tu vois, ça n'existe pas, les ravitaillements en l'air, ça n'existe pas à l'époque, en 1943-44, ouais. Et ça n'existe pas non plus les réservoirs qui permettent de faire 8000 km, ça n'existe pas, tu vois, même de New York à Londres, il faut traverser tout l'océan Atlantique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les États-Unis vont dire, écoutez, messieurs les Groenlandais, ce qu'on propose, c'est qu'on fasse une base dans le Groenland, et comme ça, les avions font un premier trajet jusqu'au Groenland, on les ravitaille, et ils vont à Londres, et de Londres, on prépare le débarquement, en Normandie notamment. C'est pour ça que le Groenland va devenir la plaque tournante, ça personne n'en parle jamais, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, le Groenland, c'est the place to be, qui va du coup accueillir tous les avions américains avant qu'ils arrivent en Angleterre. Donc c'est un truc de fou, le nombre d'Américains qui va passer au Groenland. Incroyable. Sauf que
les Américains vont dire, bon, pour des raisons pratiques, etc., c'est mieux qu'on fasse une base, tu vois, plutôt qu'une station-service. Donc on va faire une base. Et les Groenlandais, ils n'ont pas envie d'avoir des emmerdes avec les nazis. Donc ils disent, pas de souci, messieurs les Américains, allez-y, faites ce que vous voulez. Et donc là, les Américains vont faire plus qu'une simple station de ravitaillement, ils vont faire une base météo. Ça, encore une fois, ceux qui connaissent bien l'histoire, qui sont un peu passionnés de ça, vous savez que le débarquement était décalé d'une journée à cause de la météo. Le débarquement de Normandie, le 6 juin. À la base, ça devait être la veille. Eh bien, ça vient de la station météo du Groenland, puisque là-bas, ils avaient mis des énormes stations radar parce que tu as la place, si tu veux, au Groenland. Tu as la place de faire des stations, des météos de la taille que tu veux. Et donc, les mecs, ils ont commencé à faire des stations météo, des stations de ravitaillement, des bases militaires, à s'installer un petit peu partout au Groenland et pas qu'à un seul endroit. Donc, au final, les États-Unis libèrent l'Europe, vous le savez, avec les Russes, bien évidemment. Et 1946, qu'est-ce qui se passe ? Les Américains font une proposition de rachat du Groenland. Eux, ils disent, bah écoutez, on était bien, on a fait des super bases, on se rend compte que les stations météo, ça déchire, que c'est hyper stratégique vis-à-vis des lignes maritimes pour l'Europe, etc., même en avion. Ce qu'on vous propose, c'est de racheter le Groenland. Deuxième proposition. Deuxième refus du Danemark, qui a repris possession, qui a repris leur indépendance, qui a repris possession du Groenland. Mais là, on entre dans une deuxième ère qui va être extrêmement importante, c'est la guerre froide. Donc, il y a les Américains qui veulent évidemment éviter qu'il y ait des missiles partout autour d'eux. Vous connaissez l'histoire de Cuba. Eh bien, ils vont être pareils sur le Groenland. Ils ne veulent absolument pas que le Groenland passe sous l'URSS. Parce que vous le voyez, en fait, le chemin le plus court pour envoyer des missiles des États-Unis à la Russie ou inversement, ce serait par passer par le pôle Nord, en fait. C'est ça, le chemin le plus court. Ou alors de l'Alaska. Mais tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, ça passerait par-dessus le Groenland. Donc si quelqu'un a une base au Groenland, il peut bombarder son ennemi en direct. Et qu'est-ce qui va se passer ? 1946, paf, le Groenland intègre l'OTAN. Et oui. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ils intègrent directement l'OTAN. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les États-Unis, ils vont faire un accord avec les Groenlandais en disant, écoutez, on vous protège. Comme tu disais tout à l'heure, on vous protège. Et ce qu'on fait, c'est que si jamais on sent qu'il y a une menace pour les États-Unis, on a le droit de déployer des hommes chez vous. Et donc, les Groenlandais vont dire « Ok, pas de souci ». Et les États-Unis ne sont jamais partis. Voilà, depuis 1946, ils ont toujours estimé qu'il y avait une menace, au point qu'ils ont fait des bases tellement importantes qu'ils ont déplacé les Inuits de 100 km. Ils ont dit « Alors nous, on va se mettre ici, là, la base. Oui, mais nous, on vit depuis 2000 ans. On s'en fout. Allez là-bas, 150 km plus loin. Donc vos igloos, voilà, vous les démontez. On s'en fout, de toute façon, ça fond au soleil. Dégagez, et puis vous allez là-bas. » Au point que, je vous ai dit tout à l'heure que là, aujourd'hui, il y a 60 000 habitants, un petit peu moins en Groenland. Les Américains, ils ont déjà été 10 000 au Groenland. T'imagines ? Non mais c'est ça qu'il faut dire, c'est que en fait, tout le monde parle d'annexion du Groenland par les Américains, mais en fait, des Américains sont déjà là-bas. Ah bah oui. Là, ils ont calmé le truc, hein. Ils sont plutôt 3 000 que 10 000, mais à l'époque, dans les années 60, ils sont 10 000. Les Américains, 3 000, ils prennent le Groenland. Ah bah c'est pas de plus. Hein. Étant donné que les mecs locaux sont 50 000, si tu veux, oui, évidemment. Et donc en fait, là, ce qui est quand même, ça, on n'a jamais parlé de ça, tout le monde s'en fout, comme tu dis, ils sont déjà là. C'est que les Américains font la loi au Groenland depuis 60 ans. C'est-à-dire qu'ils ont 4 bases militaires, les sous-marins, les stations météo, les stations terrestres, ils ont des avions, ils ont tout déjà au Groenland et personne ne les atteste, même le Danemark. Tu vois, il ne s'est jamais plaint, ils n'ont jamais testé. Mais parlons une seconde des Danois avant de revenir aux Américains, parce qu'il y a une petite parenthèse à faire. Sur ce qui m'a énervé, c'est que dans les médias, oui, ils font partie de l'Europe, faut les défendre. Ah bon ? D'accord. 1973, les Danois, qui ont donc toute autorité sur le Groenland, comme vous savez, mais qui se couchent devant les bases américaines, vous l'avez bien saisi, eh bien, ils font rentrer le Danemark, totalement de force, alors là, il n'y a pas de référendum de je sais pas quoi, dans la communauté économique européenne. Globalement, dans le giron de l'Europe. Voilà. Sauf que, 10 ans plus tard, le Groenland, qui sont très 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 hostiles à rentrer dans la communauté économique européenne, demande un référendum pour la quitter. Les Danois disent d'accord, pas de souci, comme en France, peut-être en se disant soit on va gagner, soit on va pas respecter, comme en 2005. Sauf que 53% pour, le référendum dit que oui, les Groenlandais sont favorables à quitter cette CEE, cette communauté économique européenne. Et donc en 85, le Groenland quitte la communauté économique européenne. Donc 35 ans avant le Brexit, sachez que le Groenland a fait son Grexit. Voilà, ça j'ai appris ça, tu vois. Incroyable. Et oui, et ça personne n'en parle, donc ils ne sont pas dans le giron européen. Et en plus, là, il faut finir ce truc vis-à-vis du Danemark. À l'époque, c'était une colonie, puis c'est devenu, en gros, c'est devenu un territoire rattaché au Danemark, et puis maintenant c'est devenu une communauté autonome vis-à-vis du Danemark. Pourquoi ? Parce que en 2008, il y a eu beaucoup de signatures de contrats, etc. Mais je vous fais la dernière, en 2008, et bien là, ils ont gagné une grande autonomie vis-à-vis du Danemark, pas totale, mais une grande autonomie sur les sujets suivants. Police, donc ils font ce qu'ils veulent en termes de police, justice, éducation et gestion des ressources. Ils font ce qu'ils veulent de leurs mines,
ce qu'ils veulent de leurs ressources, de leur pétrole, de leur uranium et de tout ce qu'ils ont dans leur sous-sol. Ça a été dealé en 2008. Donc ça, c'est extrêmement important. De toute façon, les Danois n'exploitaient rien, ni aucune mine, ni aucune terre rare, par souci écologique. Alors, donc quoi qu'il arrive, les Danois n'en auraient rien fait en fait. Alors, je modère un petit peu. Par souci écologique et par souci de difficulté. Pourquoi ? Parce que là-bas, donc déjà, il y a plein de territoires inaccessibles à cause des glaces. Mais depuis le changement climatique, alors je n'ai pas dit que c'était à cause des hommes et je n'ai pas dit qu'il fallait que vous soyez taxés pour ça, mais de fait, il y a des zones de glace qui ont libéré des nouvelles terres et où on a découvert des terres rares. Donc ça, à l'époque, les Danois ne pouvaient pas vraiment les exploiter. Mais aussi parce que ils ont fait une toute première mine dans les années 80, si je dis pas de bêtises, je vous dis de tête, qui a été en partenariat avec les Australiens. Les Australiens sont très liés aux ressources du Groenland. Hein. On n'en parle jamais d'eux, mais ils sont vraiment dans le business. Avec qui, en actionnaire minoritaire, les Chinois. Ah, tiens donc. Et en fait, juste au-dessus d'une ville, donc c'est ça qui a posé problème, ils ont fait des prélèvements, tu sais, dans les sols, pour savoir qu'est-ce qu'on a dans notre sol, et ils ont découvert beaucoup de métaux rares, de fous furieux, mais couplés avec de l'uranium. Et ça veut dire que si tu le ranges pas bien, eh ben, tu peux avoir des pollutions radioactives de fous furieux et tu peux casser tout l'écosystème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au Groenland, 10% de la population vit de la pêche. Donc si tu ne niques la mer et le lac, eh ben, en fait, il y a 10% de la population qui ne peut plus travailler et donc qui ne peut plus se nourrir parce que soit ils importent tous les produits et soit ils vivent du produit de la mer. Donc si on leur enlève ce produit de la mer, ils sont morts. Donc il y a eu des levées de boucliers de fous furieux et des Danois et de la population locale pour ne pas exploiter ces mines-là. Mais, il y a d'autres mines plus loin, et notamment une qui a ouvert il y a quelques années, mais en effet pas avec les Danois. Alors est-ce que c'est que écologique ? Je pense que ça a beaucoup joué, mais il y a peut-être des trucs d'argent. Avec encore une fois les Australiens, ils ont commencé eux à ouvrir une mine qui est bien plus loin. Donc il y a quelques mines qui ont commencé à ouvrir, mais c'est vraiment très petit comparé à tout ce qu'ils ont et toute la grandeur du territoire. Mais voilà, et juste pour faire un pont avec aujourd'hui, ensuite qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien Trump a été élu et dès son premier mandat, il a dit, mais de manière, c'est là où ils ont rigolé, on a besoin du Groenland. On en a vraiment besoin, machin. Ok, bon, là tout le monde a dit oui, bon, c'est pas ce qu'il raconte lui. Ensuite, mandat Biden. Et deuxième mandat, là il a commencé à faire monter la pression. On en avait parlé dans un épisode, je refais pas toute l'histoire, mais là en gros, il avançait. Il nous faut le Groenland pour la sécurité mondiale. Donc voilà l'histoire du Groenland en long, en large, en travers. Merci Trotsky, c'est super intéressant, évidemment, tes petites histoires comme ça, c'était super passionnant à écouter. Et surtout, en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression, et nous le direz dans l'espace commentaire de l'autre côté du podcast, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'après l'histoire de Trotsky sur le Groenland, tout s'éclaire sur les positions de Trump ? Eh oui. Pour ceux qui se disaient « Ah mais il est complètement fou ce mec, allez voilà encore un expansionniste, ah, nan, nan. » Et en fait, on se rend compte que le mec est tout sauf fou, et bien au contraire, il est plus que réfléchi. Alors évidemment, comme on peut faire un parallèle avec le Venezuela, évidemment, il y a des intérêts économiques au Venezuela, mais comme il y a des intérêts économiques au Groenland. Trotsky l'a dit, les terres rares, l'uranium, pour tout ce qui est lancement de missiles, etc., c'est très très important pour les Américains, et cette sécurité vis-à-vis des Russes et des Chinois. D'ailleurs, Trump le dit dans sa conférence de presse il y a quelques jours, si nous ne le faisons pas, la Russie ou la Chine envahiront le Groenland. Il y ajoute, j'aimerais conclure un accord à l'amiable, mais si nous n'y parvenons pas facilement, nous le ferons de manière plus compliqué. Je suis fan du Danemark, mais vous savez, le fait qu'il y ait eu un bateau qui a accosté là-bas il y a 500 ans ne signifie pas qu'il possède le terrain. Tiens donc, l'OTAN doit comprendre ça. L'OTAN doit comprendre ça. Je suis entièrement pour l'OTAN. J'ai sauvé l'OTAN. Sans moi, l'OTAN n'existerait pas aujourd'hui. Bon, et là, c'est vrai que on est dans un moment assez compliqué. Parce que, comme l'a dit Trotsky, le Groenland fait partie de l'OTAN. Ouais. Le Danemark fait partie de l'OTAN. Yes. Les alliés du Danemark qui souhaitent défendre le Groenland, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et tutti quanti, font partie de l'OTAN, évidemment, pour ce qui est de la France, et l'allié historique le plus fiable des Américains. Donc là, on va se retrouver dans quelque chose de très particulier, je ne sais pas si c'est pas historique, mais dans une confrontation inter-alliance. Mais ouais. C'est-à-dire à l'intérieur de l'OTAN. C'est ça, Macron a envoyé 15 soldats,
C'est pas non plus... Mais attention, 15 soldats, plusieurs avions. On commence d'ailleurs les exercices dans les airs au Groenland. Je sais pas si vous l'avez vu, 2 F-35 danois ont été accompagnés par un A330 MRTT ravitailleur français lors des opérations en Atlantique Nord. Voilà, il est prévu que des bases en préparation au Groenland finissent par accueillir des avions de chasse, mais également des navires et des troupes terrestres. Voilà, il est probable que d'autres membres de l'OTAN souhaiteront envoyer du matériel et participer aux entraînements. Donc ça, c'est marrant parce qu'on a des bases américaines à gauche et puis à droite, on va avoir des bases européennes, mais les deux sont dans la même alliance. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer si Trump décide d'annexer de manière, comme il le dit très bien, plus compliquée le Groenland? C'est-à-dire que des soldats français vont tirer sur des soldats américains? C'est ça, de leurs compagnons de l'OTAN. En fait, là, les avions font pression à d'autres mecs de l'OTAN. C'est exceptionnel quand même. Franchement, j'ai pas d'autres exemples sur... c'est incroyable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Macron et les autres pays européens préparent une dissuasion. Que le Danemark est en ce moment sur le point d'accepter, mais a mis du temps. Ça fait plusieurs mois que Macron demande au Premier ministre danois d'envoyer des sous-marins, des avions de chasse, et ces demandes ont toujours été refusées, jusqu'à il n'y a pas longtemps d'ailleurs, où on a commencé à envoyer 15 militaires. Bon, là, on se retrouve dans une confrontation historique. L'OTAN va se faire la guerre à lui-même pour défendre le Groenland. Mais alors, excusez-moi, mais qui en a quelque chose à foutre de la souveraineté du Groenland en Europe? C'est un peuple autochtone, on ne pourra pas coloniser, on va pas recommencer, non? Non mais honnêtement, est-ce qu'on a envie que des soldats français aillent mourir pour le Groenland? Surtout que c'est, je pense, la chose à dire, c'est que les Groenlandais, les Inuits, à peu près, il y a pas mal d'Inuits, mais bon, les Groenlandais, on va dire, on va faire ça large. Mais c'est vrai que physiquement, ils ressemblent, vraiment, ils ressemblent mi-asiatique, mi-Inuit et tout. C'est assez marrant. Il y a des gènes. Mais il faut savoir que une grande majorité, ou en tout cas de plus en plus de Groenlandais, sont de plus en plus favorables au fait que les États-Unis viennent les annexer. C'est-à-dire que depuis des années, ce qu'ils expliquaient, je regardais pas mal de reportages, ils expliquaient que le Danemark leur refusait absolument tout. Donc voilà, il les perfuse en subvention, mais par contre, il leur refuse absolument tout. À chaque fois que les mecs disent aux Danois, tiens, ça serait bien de faire ça, les Danois disent, ah non, c'est pas possible, on peut pas, etc. En gros, les Danois réagissent avec le Groenland comme nous, on réagit avec Mayotte. C'est-à-dire qu'on a ce territoire-là, mais on s'en branle un peu. Voilà, globalement. Et pour garder nos positions stratégiques, on subventionne en masse pour que les populations locales soient à peu près contentes. Oui, grosso merdo, c'est ça. Un mot sur leur budget, parce que là, tu me tends la perche, il faut quand même le dire. Le budget actuel du Groenland, tout compris, là, c'est budget actuel du Groenland, 54% vient des aides et du Danemark et de l'Union européenne. Plus de la moitié de leur budget, c'est nous, les Européens et les Danois, qui leur fournissons, parce que sinon, en fait, eux, ils n'ont que l'export de leur pêche, et comme ils n'exploitent pas les mines, sauf une, comme je vous ai dit, ils ne font pas d'argent. Et ils sont très peu qualifiés. En fait, là-bas, il y a un mec, le premier mec qui a été diplômé à l'université, genre ça date d'il y a 25 ans. Donc, en fait, c'est un territoire, ils sont au tout début. Donc là, ils ont besoin de ils savent qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. Et ça déchire un peu la population là-bas, parce qu'il y a une partie qui disent, attendez, on n'en peut plus des Danois. Ça, c'est la majorité. On n'en peut plus des Danois. Tous les partis politiques là-bas sont pour l'indépendance. Voilà. Mais certains disent, il nous faut les Américains pour exploiter les mines. Et d'autres disent, non, ils vont nous piquer tout l'oseille. Ça sert à rien. Il y a un débat interne. Tu vois, c'est difficile à estimer combien, mais je sais qu'il y a un débat là-bas. Mais en tout cas, la plupart ne veulent plus entendre parler des Danois qui leur ont fait, comme tu as dit, la vie impossible. Mais d'un côté, c'est 54% de leur budget. Donc le jour où ils arrêtent, qu'est-ce qu'ils font? Exactement. Tous les partis politiques au Groenland, comme tu l'as dit très justement Trotsky, souhaitent une indépendance vis-à-vis du Danemark. Oui. Et le premier parti groenlandais, donc avec plus de 30% des votes, qui est le Democratit, voilà, c'est un peu le centre-droit libéral, très très pro-business, lui souhaite un développement économique du Groenland et surtout de ne plus entendre parler du Danemark. Ouais. Donc le scénario voudrait que, à mon avis, l'administration Trump finalise un accord entre les USA et les principaux partis politiques du Groenland avec, ça c'est des suppositions, un statut de territoire non incorporé des USA, un peu comme le modèle Porto Rico, comme le modèle, ils ont pas mal de bases. La Barbade, machin.
Voilà, exactement, voilà. Et donc, le Groenland aura sa propre constitution, sa propre autonomie de gestion des affaires étrangères, de défense de lois fédérales, etc. Oui, ce qui n'est pas le cas. Là, les affaires étrangères, c'est les Danois qui gèrent à l'heure actuelle. Exactement. Ils passeront en monnaie au dollar, donc ce qui peut quand même, notamment vis-à-vis des exportations, leur faire beaucoup de bien. Les Groenlandais pourront prétendre à la citoyenneté américaine et tous les avantages que ça représente. Donc, quand on regarde bien, c'est un peu un espèce de jackpot pour les Groenlandais. Les mecs vont forcément récupérer un peu de pognon de toutes les mines que les Américains vont exploiter, et en même temps, ils prendront tous les avantages, toute l'autonomie qu'ils souhaitent prendre depuis des années vis-à-vis du Danemark. Donc, ce qui est sûr, c'est que la population groenlandaise, plus le temps va passer, plus elle va être favorable à cette... J'aime pas dire annexion, mais à cette prise de position, à cette prise de pouvoir des Américains. Alors, sachant qu'en plus, là, il y a un truc. Voilà, moi, je mets à la condition que voilà, les mines ne leur niquent pas totalement leur pays, quoi, parce que c'est vrai que là, celle où il y a de l'uranium, ça veut dire des déchets. Et à la base, la première entreprise australienne dans les années 80 qui est venue exploiter, ils avaient dit, alors vous inquiétez pas, tous les déchets d'uranium, on va les mettre dans le lac là-bas. Et en fait, le lac, avec le vent, machin, visiblement, ça se met dans l'océan. Et en fait, ça pourrait leur tuer tous leurs poissons. Donc, si les Américains, ils arrivent, alors oui, ils sont riches, mais qu'ils ne peuvent plus pêcher et qu'ils ont un pays horrible, tu vois ce que je veux dire, qui a une mine à ciel ouvert, bon, c'est quand même, je sais pas si c'est franchement souhaitable, mais évidemment, il y a des avantages, c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs partagés. Petite précision quand même, truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure dans mon exposé exalté, c'est que la deuxième proposition d'achat qu'a fait les États-Unis, donc il y a des années, hein, c'était époque avant-guerre, enfin juste pendant le début de la guerre froide, c'était 100 millions de dollars en or. Donc t'imagines à l'heure actuelle combien ça vaut 100 millions de dollars en or de l'époque, tu vois, des années 50. Donc c'était quand même un prix de fou, hein, déjà à l'époque. Ouais. Ce qui est en tout cas certain, c'est que Trump prépare un accord majeur sur le Groenland. Donc de ce qui se dit, l'administration américaine donc élabore un projet d'accord, comme je vous l'ai dit là, avec le Groenland. Et selon The Economist, donc la revue de presse là, la proposition prévoirait un accord de libre association dans un cadre dans lequel les États-Unis fournissent en gros un énorme financement et garantissent des améliorations du niveau de vie. Donc tout ce que ne fait pas le Danemark, hein, encore une fois. Tandis que les Groenlandais confient les questions de défense, c'est évident, mais surtout d'exploitation des terres rares et des mines aux Américains. Voilà. Et en gros, ils disent que voilà, les États-Unis appliquent déjà ces accords similaires avec ce qu'on disait, hein, les îles Marshall, les Palaos, la Micronésie et, comme tu l'as dit, la Barbade. Donc, encore une fois, ça risque de se faire sans qu'il y ait besoin qu'un seul militaire mette le pied sur le Groenland. Pas de militaire de plus, en tout cas, parce qu'il y en a déjà, en fait. D'ailleurs, Marco Rubio prépare apparemment une proposition d'achat à 700 milliards de dollars pour le Groenland. Ça a encore augmenté. À chaque fois, vous voyez, ça augmente. Faut qu'ils attendent encore 100 ans. 700 milliards de dollars, ça permettra aux Danois de rembourser l'intégralité de leur dette publique. Oui, et puis peut-être de enfin se construire des routes et tout, parce que là, il y a un autre sujet qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est que là, à l'heure actuelle, tu peux exploiter les mines, hein, mais par contre, il n'y a quasiment aucune route, c'est-à-dire qu'il faut tout rapatrier par bateau et par avion. Donc c'est chiant, sauf quand t'es les États-Unis et que t'as une flotte de malades, mais c'est-à-dire que c'est pour ça aussi, je pense que les Danois, c'est compliqué pour eux de tout exploiter. Peu d'infrastructures routières, pour pas dire quasiment pas, et il n'y a pas d'électricité centrale dans le pays. Donc c'est-à-dire que là, pareil, il va falloir déployer de l'électricité au niveau des mines et tout. Il y a quand même un business pour exploiter ces ressources, comme au Venezuela, hein. C'est exactement pareil qu'avec le pétrole. Là, pour exploiter les ressources du Groenland, il va falloir quand même investir. Alors, ça sera rentable, hein, évidemment, mais là, n'importe qui et eux-mêmes ne peuvent pas le faire eux-mêmes. C'est ça le truc. Et alors, ce qui est génial en fait dans tout ça, c'est que non seulement les Américains vont bénéficier de toutes les ressources du Groenland comme de toutes les ressources du Venezuela, et Trump va créer énormément d'emplois. En fait, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que de par sa politique étrangère et internationale, le mec à l'intérieur de son pays va créer des tonnes et des tonnes d'emplois. Parce que là, il va falloir du monde, hein, pour aller exploiter les puits de pétrole au Venezuela, le raffiner comme il faut, parce que faire les routes, c'était du pétrole, voilà, que c'était du pétrole assez lourd, etc. Oui, c'était pas si facile que ça finalement avec ce pétrole-là. Donc là, il va falloir du monde. Il va falloir du monde aussi pour le Groenland. Et puis quand la guerre en Ukraine sera finie, il va falloir du monde aussi pour exploiter les mines en Ukraine. Donc si vous voulez, là, les Américains sont partis pour, à mon avis, plusieurs décennies de quasi plein emploi pour devenir, dans 20, 30 ou 40, 50 ans, une encore plus superpuissance qu'aujourd'hui. Et vous voyez, c'est ça la différence entre un homme politique, un vrai chef d'État comme Trump et une petite merde comme Emmanuel Macron, c'est que
un mec comme Trump, il a quoi, 80 ans? Dans grand max, 20 ans, il est mort. Bon, le mec prévoit déjà la politique américaine dans les 50-60 prochaines années. Voilà. C'est ça qui nous différencie des Américains aujourd'hui. C'est que nous avons un chef d'État qui voit à 6 mois, c'est le bout du monde. Ah oui, ça, s'il voit à sa réélection. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Mais d'ailleurs, Exactement. Trump, il fait un truc, il s'aligne en fait sur la stratégie et il a cette hauteur de vision-là qui est un petit peu le bon revers de la médaille, le bon côté d'une dictature ou d'un régime autoritaire. C'est parce qu'en fait, c'est ce que disent les Russes. Nous, on est dans 50 ans. Parce qu'en fait, il n'y a pas de truc d'élection, de je sais pas quoi, il faudra se faire réélire. On s'en fout. Nous, on est là pour développer le pays. Les Chinois, pareil. Eux, ils sont là, ils sont dans 30 ans, machin. Et en fait, nous, les petites démocraties, on essaie de faire notre petit programme pour la 5e, voilà, dans 5 ans, espérer que, tu vois, qu'on ait déjà des résultats pour être élus. Ouais. Eux, s'ils souffrent pendant 10 ans pour après faire 100 ans de bénéf, ils s'en foutent parce qu'il n'y aura pas d'opposition, si tu veux. Et ça, c'est vrai que c'est une grande différence que fait Trump par rapport à d'habitude les démocraties, en fait. C'est ça qui est étonnant. Exactement. Bon, et là, ça pourrait ouvrir un débat parallèle de démocratie contre État autoritaire. Oui, mais bon, on l'ouvrira peut-être pas aujourd'hui. Toujours est-il que donc, comme je vous l'ai dit, Marco Rubio prépare une offre pour les Danois à hauteur de 700 milliards de dollars pour acquérir le Groenland. Donc j'ai envie de dire à Marco Rubio, mais ne t'arrête pas là. Would you like to take Mayotte and Nouvelle-Calédonie and Martinique? Non mais ne t'arrête pas là, Marco. Non mais pourquoi? Non mais attendez, nous on donne Mayotte avec plaisir, hein. Contre combien? 700 millions de dollars, 700 milliards de dollars. Mais prenez Mayotte et tout ce qui va avec, hein. Ouais, après, je pense que c'est plus grand quand même, le Groenland. Je sais pas si bien sûr. Bien sûr. La Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, mais qui est en train, grâce à Emmanuel Macron, je sais pas si vous l'avez vu, avec ses lunettes de soleil, là, il a un espèce d'orgelé à l'œil, là, donc il met des lunettes de soleil depuis 3 jours, là. On dirait OSS 117 de Wish. Macron qui prépare un accord avec la Nouvelle-Calédonie pour un statut autonome beaucoup plus grand. Donc, c'est marrant parce que protéger le Groenland pour protéger le Danemark, là, Macron, il va comme jamais, parce que c'est important, c'est la souveraineté d'un pays. En revanche, liquider la Nouvelle-Calédonie, là, ça va, là, il n'y a aucun problème. En fait, la souveraineté, c'est chez les autres, en fait, j'ai l'impression. Oui, bah c'est comme on parlait tout à l'heure des mecs de LFI, les hymnes, c'est ceux des autres, tu vois. La Marseillaise, c'est sale, le drapeau, c'est sale, mais là, c'est pareil. On va défendre les intérêts des Danois. Bon, ceux des Groenlandais, ça se discute, parce qu'au final, on ne sait pas trop leur avis. Mais par contre, oui, pour les mecs de la Nouvelle-Calédonie, là, non. Là, on vous donne plus d'autonomie. Ah, et Groenland, non. Intéressant. Non, mais c'est un beau sujet que tu soulèves, ça c'est sûr. Bon, Macron, en tout cas, il est content. Oui, il est content parce que vous savez, si vous connaissez Macron, ou en tout cas si vous avez appris à le connaître depuis maintenant bientôt 10 ans quand même. Hein, ouais, ça fait 9 ans qu'il est là quand même. Il serait temps de partir. Vous avez sans doute remarqué qu'il est fasciné par tout ce qui est armée. J'ai l'impression que Macron est un peu, comment dire, on sait que Trump est fasciné par les chefs d'État autoritaires, comme Kim Jong-un, comme Poutine, comme Xi Jinping. J'ai l'impression que Macron est un peu un Trump refoulé sur ces questions-là, tu vois. On voit à chaque fois, là, quand il défile devant les armées, il a cette tête un peu bizarre, là. J'ai l'impression qu'il se prend pour Napoléon, tu sais. Bon, lui, en tout cas, il est content parce que ça va lui permettre de faire joujou avec son armée. D'ailleurs, il a fait les vœux aux armées en disant « Ne doutez pas, soyons fiers de notre pays, de nos armées, parce que cette fierté est légitime. Nous sommes l'armée la plus efficace d'Europe. Nous avons la dissuasion nucléaire la plus indépendante et autonome d'Europe. C'est une force inédite. Soyez fiers de ça. » Alors, c'est énorme quand on sait que Macron, il y a plusieurs années, souhaitait la fin de la dissuasion nucléaire française. Je vous lis ce petit article que j'ai retrouvé. Merci Twitter d'ailleurs, parce que putain, mais encore une fois, c'est vraiment une archive incroyable. Écoutez ça. Il y a 12 ans, alors qu'il participait à la commission Attali, Emmanuel Macron, jeune banquier d'affaires chez Rothschild, était loin d'imaginer tout cela. Au printemps 2010, durant une séance de travail, il expose aux membres présents une proposition pour le moins osée. Supprimer la force de dissuasion nucléaire pour faire des économies. Ce n'est pas très compliqué de trouver 4 milliards d'euros d'économies. La dissuasion nucléaire, ça ne sert à rien. Les Allemands n'en ont pas, affirme-t-il. À ces mots, Jacques Attali, ancien conseiller spécial de François Mitterrand, voit rouge, il interrompt sèchement son protégé en lui disant « Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis, tu racontes n'importe quoi, un recadrage en bonne et due forme. La dissuasion nucléaire nous permet d'avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Les Allemands n'en ont pas pour des raisons
particulière. Voilà. Donc bon, déjà Emmanuel Macron en 2010 souhaitait déjà brader votre souveraineté de défense pour faire 4 milliards d'euros d'économie. Ouais, quand on disait que Trump se projetait sur 50 ans, bon ben voilà, le mec, pas pire comme décision que de dégager la dissuasion nucléaire française pour économiser 4 milliards d'euros. Mais surtout 4 milliards. 4 milliards d'euros, Emmanuel 4 milliards, tu veux économiser 4 milliards? Moi, j'ai une piste d'économie qui coûte justement 4 milliards d'euros. Ça s'appelle France Télévisions, putain. Voilà, tu veux économiser 4 milliards, dégage France Télévisions. Voilà. Ouais, en tout cas, l'audiovisuel public. C'est pas que France Télé qui coûte 7 milliards, mais oui, en tout cas, dans l'idée. Mais d'ailleurs, c'est marrant, pour que 4 milliards. Les mecs, tu sais, ils m'auraient dit 127 milliards tous les ans, tu vois. Mais là, c'est 4 milliards, mais c'est nul. Enfin, sur notre budget, c'est nul pour je veux dire, plus avoir des dissuasion nucléaire. Putain. Mais attends, il est prêt juste à 4 milliards, mais c'est vraiment une politique de tableau Excel, tu vois. C'est à la fin du mandat. Ah, regardez, c'est en vert. Hein. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron, comme Stramer, comme le chancelier Merz, veulent protéger l'intégrité du Groenland et la souveraineté des Danois. Alors, c'est génial. Les Danois qui, eux, nous chient clairement à la gueule, puisqu'en octobre dernier, ils ont encore commandé des F-35 américains. Oui, les avions de chasse, oui, vous savez. Voilà. Ils commencent des F-35 américains, pas des Rafales françaises, non, des F-35 américains. Et c'est avec ces mêmes F-35 américains que les Danois comptent faire peur aux Américains. Alors, il y a un mythe qui circule un peu partout dans les gens qui sont très passionnés de ces questions militaires, etc. Et le mythe qui circule affirme que les F-35 américains pourraient être désactivés à distance d'un simple bouton. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Oui, mais c'est ce on l'a évoqué au Venezuela. Nous, il y a une théorie qui n'est pas confirmée, qui n'est pas infirmée, voilà, qui est un peu encore au stade de complotisme, mais ça se trouve dans 10 ans, ce sera admis. C'est qu'ils auraient via les PC Windows et via les PC, couper l'électricité à Caracas, à distance comme ça d'un bouton. C'est ce qu'on a dit. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par exemple, pour le cas du Royaume-Uni et la dissuasion nucléaire du Royaume-Uni, les Anglais ne peuvent pas tirer la moindre bombe nucléaire sans l'accord des Américains. Les Anglais sont complètement soumis aux Américains quant à leur dissuasion nucléaire. Donc, comment dire, c'est loin d'être complotiste. Mais ce qui est sûr, c'est que les F-35 n'ont pas, comme on appelle dans le jargon, de kill switch. En gros, ils ne peuvent pas être désactivés à distance. En revanche, un avion devient inutilisable à long terme si les mises à jour logicielles ne sont pas effectuées ou si les pièces détachées ne sont plus fournies par les États-Unis. Cela vaut pour tous les avions sans la mise à jour de logiciel. L'interruption de l'approvisionnement en pièces détachées peut les rendre en fait inopérants. Donc même si les F-35 n'ont pas, comme on le dit, de kill switch, ils sont équipés de systèmes, alors moi j'y connais pas vraiment, je vous cite ce que je lis moi, de systèmes Odin. Donc c'est en gros un réseau intégré de données opérationnelles qui permet au centre de maintenance de suivre l'état de l'appareil en temps réel et même pendant ses missions. Donc, ok, on peut pas les rendre, on peut pas appuyer sur un bouton et les clouer au sol, mais par contre, on peut les rendre complètement inopérants. On croirait les iPhones. Sérieux. Il y a d'autres histoires sur les avions. Tu sais, c'est les Israéliens qui avaient mis tout, en gros, toute la flotte des Égyptiens et tout à terre. Avec une clé USB ils avaient piraté un système et tout. Tu vas pas me dire les Américains là, tu sais, sur tous les réseaux qu'ils ont en Europe et tout, ils vont pas atteindre les trucs militaires, tu vois. Donc nous, on va aller défendre des Danois qui ne sont même pas foutus de nous acheter des Rafales, alors que nous sommes dans le même marché économique. Non mais c'est génial. Bon, en tout cas voilà, les Américains ne risquent rien et à mon avis, il est fort probable que cette annexion du Groenland se fasse. Tiens d'ailleurs, Trump est vénère. Mais moi c'est ça que j'aime bien. On va dire que le plus fort gagne à la fin. Et oui les amis, c'est comme ça, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez faire? Samedi soir, Trump a annoncé l'instauration de droits de douane de 10% sur les importations en provenance du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Finlande à partir du 1er février 2026. Porté à 25% le 1er juin 2026, il affirme que ces droits de douane resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord sur l'achat du Groenland qu'il juge critique pour la sécurité des États-Unis et la sécurité mondiale. Et il dit toujours ça. On parlait de, tu sais, dans l'épisode sur le Venezuela, de pression maximum qu'ils avaient mis sur les Vénézuéliens avec son conseiller à l'époque John Bolton. C'est ça. Bon ben là,
on est sur la même stratégie. Pression maximum jusqu'à ce que ça cède. Et ça va céder, si vous voulez mon avis. Oui, alors, en tout cas, si on peut ouvrir un petit peu de l'autre côté du globe, parce que je pense évidemment que les Européens ne peuvent pas tester. Que ce soit militairement, tu peux pas t'opposer aux Américains, que ce soit sur les droits de douane, etc., tu peux pas t'opposer aux Américains, mais, quand Trump nous parle de la sécurité mondiale, il vise pas les Européens, c'est pas eux qui vont contrôler le Groenland et ça changerait la face du globe, quoi. Ce qu'il vise, il y en a deux qui visent. C'est les Russes. Pourquoi ? Parce que visiblement les Russes ont déjà mis des sous-marins dans le coin, ils explorent un petit peu ce qui se passe vers le Groenland, tout ça, et en fait, d'après mes recherches, en fait, les Russes, quel serait leur intérêt sur le Groenland ? C'est que ça ouvrirait, comme je vous ai dit, la fonte des glaces, bon, ça pour le coup qui est avéré, pourrait ouvrir des nouvelles routes maritimes, notamment une fameuse route maritime qui irait, et là vous allez bien vous reconnaître dans vos achats, chers Français, de la Chine à l'Europe. Donc c'est-à-dire toutes les merdes qui nous sont déversées, les vêtements, machin, Shein, enfin bref, tout ça quoi. Et ça, en fait, si vous regardez le globe par le dessus, vous voyez bien que s'il passe en gros par le bas du globe, ça prend plus de temps que si tu passes par le haut, et donc par le Groenland. Et avec la fonte des glaces, maintenant, même des non-brise-glaces pourraient passer. Et en fait, les Russes ont déjà mis en place quelques petites... Ils ont comment on appelle ça ? Ils ont remis en marche, voilà, c'est pas le mot exact, mais des bases au nord de la Russie, donc le long du cercle polaire, et donc le long de cette fameuse nouvelle route qu'ils utiliseraient pour taxer les bateaux qui passent par là. Donc, une rentrée économique de fou furieux. Donc ça, c'est premier point. Pourquoi les Russes sont également dans le délire du Groenland, c'est que s'ils pouvaient se mettre, tu vois, un petit comptoir commercial, une petite route qui pourrait taxer par là, eh bien, ça les arrangerait bien. Donc ça, c'est première chose. Et les autres gros concurrents des États-Unis, c'est eux qui font encore plus peur, ce sont les Chinois. Alors les Chinois, eux, vous savez, ils fonctionnent par doctrine, les doctrines agricoles, ils ont déjà inscrit, et ça c'est public, la doctrine de la route du Nord. C'est la route dont je viens de vous parler, qui longe le haut de la Russie, machin, pour aller à Amsterdam, enfin, tu sais, les gros ports par là, vers le Danemark et tout. Rotterdam plutôt d'ailleurs, c'est pas Amsterdam, mais désolé. Bref. Et en fait, eux, les Chinois, ils ont déjà accosté plusieurs fois au Groenland. Hein. Ils ont déjà fait des recherches sur les mines, ils ont déjà envoyé des équipes scientifiques. Il se passe déjà beaucoup de choses et Trump nous dit, mais ça c'est difficile à vérifier parce que bon, là, tout le monde dit un peu tout son contraire. Trump dit que sur toute la face est, en gros, du Groenland, il y a plein de navires chinois de guerre. Donc, lui, Trump, en fait, il dit que s'il laisse faire, au final, les Chinois vont finir par annexer le Groenland et là, ils auraient une base avancée en face de l'Europe et en face des États-Unis, et ce qui serait catastrophique, en plus des ressources. Et pourquoi Trump aussi, quand il dit sécurité mondiale, il parle de sécurité, je pense, j'essaie de traduire le Trump, de sécurité des ressources. Pourquoi ? Parce que vous connaissez l'injonction à la transition énergétique, donc ça veut dire on arrête d'utiliser le pétrole, machin, et on utilise des voitures thermiques, on utilise pour les téléphones des métaux rares et tout. Et qu'est-ce qu'a fait la Chine en 2020, quand on n'arrivait plus, quand en gros les ressources étaient précieuses, ils ont mis des droits de douane de fou furieux sur plusieurs de ces métaux rares, qui sont les seuls à posséder et qui possèdent en grand nombre. Et là, les États-Unis, ils se disent si les Chinois, en plus, ils ont le Groenland, ou que nous, on ne peut pas l'utiliser, eh bien les Chinois, ils vont faire la loi sur toutes les voitures, par exemple, électriques. On ne pourra plus jamais tester, voilà, les Chinois. Pour être très exact, je crois que les Chinois possèdent plus de 90% des métaux rares dans le monde. Hein. Ouais, ça, écoute, j'avais pas ce chiffre-là, mais c'est possible. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que les Américains, ils ont vraiment pris la pression, ils ont vraiment pris peur quand les Chinois ont commencé à augmenter les taxes sur plusieurs des métaux rares. Et tiens, qu'est-ce qu'on retrouve au Groenland ? Précisément les métaux rares que les Chinois ont commencé à taxer énormément. Donc là, si les Américains prennent le Groenland, et ben ces taxes-là des Chinois, hop, on s'en lave les mains, on s'en fout. Alors que si c'est les Chinois qui prennent ces ressources-là, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rapidement, mais je vous le redis, sur la mine qui fonctionne au Groenland, qui est australienne, qui est actionnaire minoritaire, un groupe chinois. Donc les Chinois sont déjà présents dans les mines qui fonctionnent au Groenland. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu là-bas. Je pense que c'est ça, quand il dit sécurité mondiale, c'est sécurité des ressources et sécurité militaire, s'il annexait de façon militaire les Chinois. En tout cas, les amis, si vous nous écoutez depuis maintenant 1 an et quelques mois que ce podcast est sorti, vous allez pouvoir en conclure que nous sommes dans un monde où les tensions entre les superpuissances ne vont faire que croître. Et vous allez pouvoir en tirer la conclusion que la France est dans un état de tiers-mondisation totale, que ce soit sur le plan intérieur, mais sur le plan extérieur. Aujourd'hui, qui respecte encore un tant soit peu la voix de la France, on a l'impression que de moins en moins de personnes, que notre dissuasion nucléaire et que notre armée relativement puissante fait encore de nous, pour le moment, un partenaire encore un tout petit peu puissant. Mais il est évident que
notre pays ne va faire que s'appauvrir d'année en année et perdre de sa puissance et de son aura à l'international. Quand on voit Trump, Xi Jinping, Poutine et toutes les autres superpuissances, et quand on voit nous, il y a évidemment des questions à se poser. Quand on voit nous et cette Commission européenne que les Français décident d'écouter au doigt et à l'œil, on se rend compte qu'on est vraiment dans la merde. Et pourquoi je parle de la Commission européenne ? C'est parce qu'il y a quelques heures est sortie cette info comme quoi le Parlement européen souhaitait confier à la Commission européenne un pouvoir de contrôle sur les exportations d'armements des États de l'Union européenne vers des pays tiers. Cette initiative, portée par un amendement, relance donc un bras de fer institutionnel avec la France, traditionnellement opposée à toute remise en cause de son contrôle national en matière d'exportation d'armes. Mais attendez, on a fait un épisode sur le Mercosur la semaine dernière. Ouais. Et on a vu que la France, prétendument contre le Mercosur, n'arrivait pas à s'opposer, n'arrivait pas à faire entendre sa voix à la signature et à la mise en application de ce traité. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la Commission européenne met le doigt et met la main sur le contrôle des exportations d'armement des pays de l'État de l'Union, que va faire la France ? La France va-t-elle une nouvelle fois se coucher ou va-t-elle pouvoir répliquer ? Vu ce qu'on voit depuis des années, on peut prendre peur. Et on se disait avec Trotsky que l'Union européenne contrôlait totalement notre pays, qu'on ne pouvait plus rien faire, etc. Mais c'est pas qu'on ne peut plus rien faire, c'est qu'on n'a plus la volonté de faire quoi que ce soit. Mais si on n'a plus la volonté de faire quoi que ce soit et de s'opposer en fait aux directives de l'Union européenne, c'est tout simplement parce que nous sommes d'accord avec ces directives-là en fait. Non mais c'est sûr, c'est vrai. Je pense qu'il y a quand même des gouvernants de notre pays qui sont peut-être pas dans l'intérêt de la France en premier lieu, et qui ont un projet européen, mondialiste, etc. On en a discuté plusieurs fois. Donc forcément, eux, ça les dérange pas incroyablement. Et puis on vous a démontré, si vous n'avez pas écouté la semaine dernière, écoutez, on vous a démontré qu'en fait Macron, en vérité, est pour le Mercosur. C'est juste que là, il voit que ça chauffe et du coup, il dit non, on a voté contre. Ou on passe pour des imbéciles puisque du coup il est ratifié. Donc oui, c'est sûr, c'est pas très stylé. Sur tous les dossiers, la France, waouh, ça fait flipper. Notre puissance fait vraiment flipper et surtout la défense de nos intérêts. Mais ça, on a notre responsabilité dans le choix des gens qui les défendent. Hein. Évidemment. Et alors évidemment, on s'en prend pour ça à la Commission européenne qui veut mettre la main sur nos exportations d'armement. Mais attendez, on n'a pas besoin de la Commission européenne pour brader notre souveraineté. On vous rappelle l'affaire d'Alstom et de la vente des turbines Arabelle servant à notre dissuasion nucléaire. On en a parlé dans un podcast. Alors je sais plus lequel c'était malheureusement. Il faudra qu'on le retrouve. On vous le mettra en description. Ouais. Turbine Arabelle qu'on a vendue aux Américains avec les brevets et qu'on a racheté 3 ans après 3 fois plus cher sans les brevets. Et qui s'en est mis plein les poches ? Macron, Pécresse et compagnie. Donc l'ennemi n'est pas forcément que à Bruxelles, il est aussi peut-être à Paris. Il est peut-être à l'intérieur. C'est possible. Voilà. Choisissez bien pour qui vous allez voter et arrêtez de voter pour les gens qui vous niquent depuis 40 ans en fait. Et qui font de notre pays un putain de pays qui va devenir aujourd'hui objectivement le tiers-monde. Que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes de sécurité, mais que ce soit aussi à l'international. Aujourd'hui, nous ne pesons plus rien. En tout cas, plus grand-chose. Ouais. En tout cas, quand on voit que là, c'est un territoire comme le Groenland qui concerne Chine, Russie, États-Unis, Europe, mais c'est hors-jeu complètement. Dès qu'il y a les gros, on ne pèse plus rien. Alors oui, c'est sûr, dans les petits, ça va. Mais alors, dès qu'il y a les gros, on ne pèse absolument plus rien. Et vous allez voir que là, je ne pense pas que Trump va se retirer et retirer toutes les bases américaines du Groenland sous la pression des Européens. Mais peut-être qu'on se trompe. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas parti pour, les amis. Non. On verra bien comment cette histoire va se terminer. Ce qui est sûr, c'est que Trump l'a annoncé. Hein, on va s'occuper du Groenland d'ici 2 mois. Oui. Il l'a dit. Et d'ailleurs, il a dit une autre chose, c'est qu'il a dit soit on l'achète, soit d'une manière ou d'une autre, on aura le Groenland. D'une manière ou d'une autre. Donc, il prévient que toutes les options sont sur la table, il n'y a aucun souci. En conclusion, les Américains vont annexer le Groenland d'une manière ou d'une autre dans les mois à venir. Donc, encore une fois, on est sur, et on l'a dit sur l'épisode sur le Venezuela, dans un monde où maintenant le gros mange le petit et le droit international et mon cul sur la commode, on s'assied dessus. C'est ça, c'est pas faux. Alors, je voulais juste qu'on conclue aussi par un petit truc rigolo. À chaque fois, je pense que c'est un peu une des comment on appelle ça, une des obsessions de ce podcast, c'est les fameuses ingérences.
Moi, je pense que c'est ce qui va faire l'élection de 2027. On va vous dire attention les ingérences, si ça va pas, on peut annuler une élection. On l'a fait notre épisode sur la Roumanie. Voilà, pour les nouveaux, si vous n'avez pas écouté cet épisode, c'est un de nos classiques. Allez l'écouter. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a une polémique au Groenland en ce moment. C'est qu'il y a un documentaire qui est sorti par quelqu'un de tout à fait sérieux. Hein. Moi, je veux bien y croire à ce travail-là. Et c'est légitime. En fait, sur le fait que les Américains... Donc, ils ont mis en place des vols commerciaux depuis juin 2025, depuis l'anniversaire de Trump d'ailleurs. Le premier vol est arrivé le jour de l'anniversaire de Trump. Est-ce que c'est un signe ? Est-ce que c'était un message ? C'est possible. Donc, maintenant, il y a un vol par semaine, si j'ai pas de bêtises, qui part de New York pour aller à la capitale du Groenland. Il s'appelle Nuuk, si j'ai pas de bêtises, si je prononce bien. Donc, il y a des touristes qui viennent visiter le Groenland, machin. Donc, vous voyez bien que, ça y est, les Américains commencent à utiliser de leur puissance économique, parce que quand t'as les touristes, bah, tu veux pas t'opposer, évidemment, comme je vous ai dit, 10% des mecs vivent de la pêche. Quand tu vas vivre du tourisme, c'est une activité beaucoup plus noble où tu peux faire de l'argent, qui fait vivre l'artisanat, etc. Bref. Mais il y a aussi des gens qui viennent faire du business. Ça y est, les Américains commencent à voir, ok, il y a des choses à exploiter, il y a des entreprises qui commencent à s'installer au Groenland, mais le documentaire a accusé les États-Unis d'infiltrer des espions. Je dis ça de manière un peu grosse. En gros, c'est des mecs qui sont là et qui doivent trouver sur place des gens qui sont favorables au projet de Trump, c'est-à-dire d'annexer le Groenland et de les mettre en avant, de les mettre en contact avec les entreprises, de pousser pour qu'ils recrutent des gens et qu'à l'élection, ils votent pour des pro-américains pour en gros s'accaparer la population locale et les élections qui soient pro-américains. Donc, on les a accusés d'ingérence, de déstabilisation, etc. Sauf que, ding, 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 bonjour. Donc ça, c'est mauvaise ingérence. Et bonne ingérence, par contre, le Danemark, c'est eux qui contrôlent les élections. Ils ont, tu vois, les instituts de sondage. Les mecs contrôlent absolument toute l'élection. Mais eux, c'est pas grave. Ça, il n'y a pas de problème. Alors qu'ils sont censés avoir donné une autonomie partielle, on est d'accord, pas totale, mais partielle à leur territoire. Ils devraient pouvoir voter comme ils veulent, machin, les partis. Non, les Danois, ils ont totalement la main sur leurs élections, mais ça, c'est une bonne ingérence. Mais par contre, les États-Unis, quand ils essaient de s'immiscer dans les affaires, c'est une mauvaise ingérence. Donc, je trouvais cet exemple très frappant pour conclure ce cas du Groenland. De toute façon, ces histoires d'ingérence, ça fait plusieurs mois qu'on les dénonce dans ce podcast, de bonne et de mauvaise ingérence. Évidemment que ça va être vraiment peut-être la clé de l'élection présidentielle de 2027, qui s'annonce, à mon avis, très dure. Peut-être plus dure que même en 2022. Là, je pense qu'on est peut-être à un point de bascule. On verra. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si vous avez vu, mais le procès en appel de Marine Le Pen a commencé. Ouais. Et on voit déjà que les juges reviennent sur certains éléments du premier procès. Donc, on sent bien que le sondage Bardella gagnant dans toutes les hypothèses, quel que soit le candidat au second tour, a fait effet. Et il n'est pas impossible que Marine Le Pen, d'ailleurs, soit innocentée pour ça. Face à un comeback. Rebonjour. Ouais, parce qu'elle reste, à mon avis, la personne, bien que grande favorite, la personne la plus susceptible de pouvoir perdre au second tour pour le système en place. On verra en tout cas comment ça va se passer en 2027, mais ce procès de Marine Le Pen, on va d'ailleurs le suivre sur ce podcast. Il est déterminant et très intéressant pour le futur du pays. Mais en tout cas, voilà, on voit que on est dans un contexte, nous parler après la Seconde Guerre mondiale d'un monde de paix, d'amour, we are the world, on se tient la main, etc. Grâce à l'Union européenne. On sent bien, c'était ça, le truc. Ouais, grâce à l'Union européenne, on sent bien qu'on n'est plus du tout là-dedans. Et que si vous êtes, vous, idéologiquement encore dedans, il va falloir acheter des lunettes et il va falloir ouvrir les yeux et prendre conscience des choses surtout. Tout à fait. Voilà les amis pour cet épisode sur le Groenland. On espère évidemment qu'il vous aura régalé, qu'il vous aura appris des choses, que vous aurez bien noté les petites anecdotes à sortir à la machine à café de Trotsky, les amis. Et on vous encourage évidemment à le partager au plus grand nombre et à le partager surtout aux personnes que vous croisez qui disent « Ah mais Trump, il est complètement fou ce type. On va le repousser du Groenland. » Ça va peut-être l'éclairer. Voilà, si quelqu'un vous sort le truc, on n'a jamais acheté un pays comme ça, non mais c'est quoi ce délire là, 100 millions, non mais oh. Bon, faites-lui écouter l'histoire et les deux propositions des Américains qui ont déjà essayé d'acheter et qui ont acheté d'ailleurs l'Alaska par exemple. Faites-leur écouter ce podcast. Bon, en tout cas, merci les amis de nous avoir suivis. On va se retrouver évidemment la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau podcast. Régalez-vous bien cette semaine. Prenez soin de vous et à lundi prochain. Et pour tous ceux sur YouTube qui veulent continuer la lecture d'un nouvel épisode, je vous propose de vous mettre l'épisode de Trump sur les guerres commerciales avec Xi Jinping. Pourquoi, c'est quoi les droits de douane, etc. Je pense que ça va vous éclairer sur la relation avec la Chine, qui est une autre facette de ce combat entre eux, en plus du Groenland. Donc je vous dis à tout de suite pour ceux qui restent.